Voici José Bové. Bonsoir. Vous connaissez Zabou, José? Oui. Danny Boone, Franck Dubosc, José Oui. Bové, bienvenue. Bienvenue. Voilà, donc José Bové, vous êtes agriculteur dans le Larzac. Oui, Vous produisez du lait de brebis pour faire du roquefort. toujours. Ouais, de la viande ovine, de la viande porcine, de la viande bovine. Et voilà. On s'arrête là. On s'arrête là. Et vous êtes porte-parole de la Confédération paysanne chargée des relations internationales. Voilà. Le jeudi 20 décembre, vous avez été condamné en appel, José Bové, à 6 mois de prison ferme pour destruction de riz transgénique en juin 99. Le verdict est plus lourd qu'à la première instance. Pourquoi? Je pense parce que je suis tombé sur des magistrats à Montpellier qui ont fait le distinguo subtil entre l'industrie, c'est normal à la limite de détruire des OGM faits par l'industrie, mais la recherche est sacrée, c'est une nouvelle religion, et donc il ne faut surtout pas s'attaquer à la recherche. Ouais. Donc j'ai été condamné à 6 mois ferme, et ils ont décidé de faire en même temps tomber les 8 mois avec sursis que j'avais pour une précédente affaire de destruction de maïs OGM, ce qui fait 14 mois. Ouais. Plus les 3 mois, vous n'êtes pas loin d'être à 17, quoi. Alors les 3 mois, c'est une autre affaire qui, elle, va arriver en fait le 24 janvier, puisque le 24 janvier, la Cour de cassation va rendre son verdict dans le démontage du fast-food de Millau. Ouais. Et donc, comme il n'y a aucune raison qu'ils aient trouvé un vice de forme, à partir du 24 janvier, eh bien, je m'attends à aller passer 3 mois derrière les barreaux. Vous n'avez pas peur de la prison, hein? Non, ça ne me fait pas peur, non. Non, vous dites que toutes ces peines sont décrétées par des magistrats aux ordres du pouvoir économique et ça vous dérange pas beaucoup? Je pense qu'à partir du moment où je vais en prison, que j'ai ma conscience pour moi, je sais que je suis rentré dans l'illégalité parce que j'avais plus d'autres moyens. C'est quelque chose que j'assume. Et le combat continuera derrière les barreaux. En plus, ça tombe plutôt pas mal. C'est une bonne période. Pendant la campagne présidentielle. Voilà. Oui. Je ferai la campagne derrière les barreaux. Oui. Ils vont vous recoiffer déjà. Ah, c'est terrible, hein? Ah, votre coiffure, ça va pas du tout. J'en ai pas. Parce que je me suis occupé de Thierry l'année dernière. C'est comme la moustache. C'est bien. Ils vont avoir un vrai problème parce que les magistrats doivent me mettre en prison, mais en même temps, je pense que le pouvoir politique va être relativement embêté parce qu'il y a quand même beaucoup d'hommes politiques qui se sont auto-amnistiés, d'autres qui sont arrivés à passer à travers les mailles, et c'est vrai que ça va faire un peu désordre. Quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui se retrouve en prison, face à d'autres qui aujourd'hui ont du mal un peu. J'étais sur un plateau de télé il y a quelques jours, et j'ai rencontré un ex-maire de Paris. Et cet ex-maire de Paris, il me dit où vous en êtes? Je lui explique. Il me dit mais on peut s'arranger, ils trouveront bien une solution. Je lui dis ça arrive pour certains, peut-être pas pour d'autres. Il y en a qui ont l'habitude, moi j'assume. Et vous savez, José, c'est pas les magistrats qui vont vous mettre en prison. Non. Alors, les OGM, bon, vous êtes contre les OGM, les organismes génétiquement modifiés, parce qu'effectivement, ça amènera à une privatisation des semences. C'est-à-dire qu'effectivement, Monsanto, par exemple, finalement se retrouvera à un moment le seul marchand de semences, de maïs ou de riz, etc. Mais c'est tout. Quel est l'autre risque? Est-ce que c'est un risque sur l'homme? Parce que nous, on va être génétiquement modifié. Par exemple, la maladie d'Alzheimer, on va nous enlever le gène qui donne la maladie d'Alzheimer. Donc finalement, nous, on sera des êtres aussi génétiquement modifiés. C'est-à-dire que là, on est dans le domaine plus global de la privatisation du vivant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on privatise des plantes, aujourd'hui, on clone des animaux parce qu'aussi on peut privatiser les gènes des animaux. On est en train de faire la même chose au niveau humain. On a bien vu ce qui s'est passé aux États-Unis. Donc on est globalement dans le problème de la privatisation de tout ce qui est du domaine vivant. Mais en même temps, à côté de ça, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de risques environnementaux, notamment, de transfert de gènes génétiquement modifiés ou sur des plantes sauvages ou sur des plantes de même espèce. Ce qui veut dire qu'un paysan qui fait son boulot correctement, eh bien, si un de ses voisins fait des OGM de maïs et que lui fait du maïs, les flux de gènes vont aller sur sa propre récolte. Ce qui fait qu'il n'y a plus de possibilité pour un paysan d'avoir une agriculture
traditionnelle D'accord. à côté d'une culture OGM. Donc on est dans un système totalitaire qui impose ses règles uniquement pour une logique de marché. Et là, c'est un système complètement fou. Zabou, vous êtes sensible au discours de José Tout à Bové. fait. Ouais. D'abord, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement courageux. Il n'y a Ouais. pas beaucoup de... Les gens se rebellent de moins en moins. On est dans une politique de plus en plus individualiste. Et l'idée de faire les choses pour les autres devient quelque chose de maintenant totalement utopique et inimaginable. Et je trouve ça, heureusement qu'il y a encore des gens comme vous, quoi. Voilà. Alors, une autre affaire, effectivement, c'est l'affaire du sel. Un monsieur qui s'appelle Pierre Menton, qui est un chercheur, il a montré qu'il y avait un excès de sel dans notre alimentation, qui était responsable de 25 000 décès par an en France. Et donc, il fallait réduire, ce que les Anglais ont fait d'ailleurs, il fallait réduire de 30% le sel qui est mis par les industriels de l'agroalimentaire dans les aliments que nous consommons. Évidemment, ça fera un manque à gagner de 42 milliards de francs, 6 milliards d'euros pour l'industrie agroalimentaire. Et alors, ce type s'est retrouvé sur écoute, s'est retrouvé filé par la DST. Est-ce qu'on peut penser que les lobbies de l'agroalimentaire ont obtenu de l'État que la DST flique ce mec? Ça ne m'étonnerait pas parce qu'il y a des liens très forts. Il y a un certain nombre de groupes agroalimentaires qui ont des liens très privilégiés avec un certain nombre de partis politiques et c'est pas du tout étonnant que ce genre de choses arrive. Nous, on a eu une affaire à peu près du même genre qui est complètement démente. C'est que dans une affaire d'arrachage d'essais de maïs transgénique, ils ont trouvé des gouttes de sang sur des maïs qui avaient été coupés. Eh bien, ils en ont conclu que ça devait être une femme parce qu'ils ont fait une analyse du sang et ils ont convoqué toutes les femmes du syndicat de la Confédération paysanne de ce département pour leur demander de cracher pour faire un test ADN. Oh là là. Ouais. On est dans un système de fou. Totalitaire quand même là. Ouais. C'est un système de plus en plus totalitaire. C'est vrai qu'en septembre, après les attentats du 11 septembre contre le World Trade Center, il y a des journaux qui ont comparé la destruction du McDo de Millau en disant que finalement c'était peut-être pas le même degré, mais en tous les cas c'était de même nature. Ils ont comparé donc la destruction du McDo de Millau avec le World Trade Center. Le Wall Street Journal a dit que finalement les militants de l'anti-globalisation et Ben Laden c'était le même combat. C'est dur pour vous ça non quand même de vous voir comparer à Ben Laden subitement? Bah, ce qui m'a étonné, ça m'a pas étonné outre mesure, mais ce qui est étonnant dans cette affaire, c'est que ceux qui effectivement étaient le tenant du libre marché, du libéralisme sauvage et qui nous a traités de tout, se sont servis, eux, ont instrumentalisé le 11 septembre pour valider leur thèse. Et en fait, ils n'ont pas attendu que le World Trade Center arrête de fumer pour commencer à jeter leur diatribe. Et ça, c'est quand même tout à fait curieux, c'est relativement malsain. Alors, aux États-Unis, les choses sont en train de se reprendre parce que dimanche dernier, dans le New York Times, j'ai fait un interview d'une page dans le New York Times. Très bien. Et donc, on sent bien qu'il y a des Vous choses qui réagissez, bougent. oui. C'est-à-dire qu'aux États-Unis aussi, les gens bougent. Donc, je crois qu'il faut là aussi faire attention de ne pas diaboliser les États-Unis. Le peuple américain, c'est pas quelque chose de monolithique qui est derrière George Bush. Vous publiez Paysans du Monde, vous savez comment on fait? Paysans du Monde, voilà, chez Fayard, en collaboration avec Gilles Luneau. En fait, on découvre en lisant ce bouquin que bon, vous êtes devenu star au moment du McDo de Millau, ça c'est vrai. Bon, mais on découvre que ça fait 30 ans comme ça que vous baladez dans les quatre coins de la planète pour justement rencontrer des paysans, d'autres paysans, et puis aussi essayer d'apporter votre témoignage. C'est une espèce d'état du monde, ce bouquin. Partout, il y a des gens aujourd'hui qui luttent. Ce sont tous des combats locaux, mais qui sont aujourd'hui fédérés et qui sont en train de se retrouver. Je crois que c'est ça qui est important. On est des contre-pouvoirs. On ne sera jamais un pouvoir, ce sera toujours un contre-pouvoir. On sera toujours des contre-pouvoirs. Ce n'est pas notre rôle de remplacer les hommes politiques. Ouais. Alors vous parlez du Larzac, qui était votre premier combat à l'époque contre la vente de ce territoire ex-militaire à des promoteurs. Où vous avez développé avec vos amis une agriculture différente. Votre vie à l'époque, semi-clandestine, hein, c'est vrai que vous êtes fait choper le jour où vous êtes allé déclarer votre fille à la mairie, mais sinon vous étiez un peu un clandestin là-bas. Et alors ce qui est très étonnant quand on lit ce bouquin, c'est qu'on voit l'influence du cinéma
sur la vie et l'action de José Bové. En fait, les films qui vous ont marqué, c'est Spartacus de Kubrick avec Kirk Douglas, normal, c'est Viva Zapata de Kazan avec Brando et Queen. Et d'ailleurs, vous parlez, le chapitre qui est consacré au Mexique, vous parlez, pour vous, le Mexique, c'est avant tout le pays de Zapata. Ce qui est fondamental, c'est que le jour où la révolution s'est faite à Mexico, que Zapata est rentré à Mexico, il a dit c'est pas ma place, Ouais. je rentre chez moi, on va continuer à faire notre travail chez nous, on n'est pas là pour prendre le pouvoir. Et ça, c'est effectivement un message fort. Ouais. La révolte qui se transforme en pouvoir, quelque part, perd sa légitimité et son sens dans la durée. Qu'est-ce qui était drôle? Achille. Zapata. J'adorais ça. Effectivement, c'est- Alors, vous racontez votre rencontre avec le sous-commandant Marcos, le fameux, là, celui du passe-montagne, et vous offrez des pipes, c'est vraiment... Alors, vous échangez vos salives. Bah, c'est vrai qu'on Les est... tests ADN. Voilà. Je voulais savoir qui c'était. Alors, vous parlez aussi de la Kanaki, vous parlez du Pacifique. Là, c'est les révoltés du Bounty, c'est toujours le cinéma, hein. C'est les révoltés du Bounty qui vous ont amené à vous intéresser à cette région. Vous racontez évidemment la fameuse expédition en 95 avec Greenpeace contre la reprise des essais nucléaires à Mururoa. Alors, dans un premier temps, vous ridiculisez l'armée française avec vos amis de Greenpeace, vous approchez très très près du site, puis vous êtes arrêté. Et puis ils font péter leurs bombes, évidemment. Et là, vous dites, ils font une erreur terrible, parce qu'en fait, croyant disposer du pouvoir des images, finalement, ils montrent l'atoll comme ça qui se soulève et qui redescend, l'eau du Pacifique qui bouillonne. Ils sont très contents d'eux, ils sablent le champagne. Et en fait, ils ont signé l'arrêt de mort de ces essais, parce que le monde entier voit le mal qu'on fait à la planète, en fait. Je pense que ça a été une image catastrophique. Catastrophique. On a vu ces officiers, Ouais. le verre de champagne à la main, comme s'ils avaient réussi une opération. Ils étaient fiers déjà de nous avoir empêchés de rentrer dans Mururoa, Ouais. ce qui était quand même à peu près normal. Ouais. Si c'est quand même la 3e armée du monde, qu'elle empêche un petit bateau et des Zodiacs de rentrer dans l'atoll de Mururoa, heureusement, à la Ouais. limite, on va dire. Mais Quoique, avec le Charles de Gaulle, là, on ne ouais, sait pas voilà. bien. Ouais. Bon, on est quand même rentré, on n'est pas resté longtemps à Ouais. faire des ronds dans l'eau dans cet atoll, mais enfin on y est rentré. Mais maintenant que l'économie polynésienne n'est plus sous perfusion à cause des essais nucléaires, c'est peut-être une possibilité pour eux finalement de se sortir de ce système colonialiste, non? Mais ce qui est dramatique, c'est que l'économie est toujours sous perfusion, parce que pendant 10 ans, la même manne financière continue à arriver, mais ces essais ont déstructuré complètement cette Bien sûr. région, et les gens ont été amenés pour travailler pour les essais à quitter leurs îles et à tous s'amasser sur l'île de Tahiti. Comme Ce qui fait qu'il y a des d'habitude. bidonvilles partout autour de Papeete. Papeete, c'est la capitale, mais à côté il y a Fa, là où il y a l'aéroport, Ouais. et partout les collines, ce sont des bidonvilles. Ouais. Et les Polynésiens sont dans ces bidonvilles déculturés. La plupart ont du mal même à parler leur langue. Le français, ils le parlent à peine. Situation sanitaire catastrophique. Bien, on parlait de Cuba aussi. Vous faites un discours, c'est très drôle. Vous faites un discours devant Castro, et puis vous dites comme ça, le XXe siècle a vu naître tous les grands systèmes totalitaires. Il n'en reste qu'un. Et à ce moment-là, tout le monde est suspendu en disant putain, il va dire Castro, c'est horrible. Et vous dites, il n'en reste qu'un, le néolibéralisme. Ouf. Ouais. Ouais. Mais j'ai continué. Mais vous avez jeté un petit coup d'œil à Castro à ce moment-là, quand même, hein, pour bien lui faire comprendre que ça aurait pu être lui. Ça aurait pu être lui, et je ne suis pas dupe de la situation à Cuba, Ouais. même si je reconnais que l'embargo américain est une aberration, est une véritable folie. Depuis 1959, il y a un embargo sur Cuba. Mais aujourd'hui, cet embargo sert d'alibi à la fois aux États-Unis et aussi au régime cubain. Et ce régime aujourd'hui est insupportable pour la population. J'ai demandé au régime cubain, abolissez la peine de mort. Au moins, vous serez avant les Américains. Oui. Ce serait la moindre des choses. Aujourd'hui, il n'y a pas de légitimité à maintenir la peine de mort dans quelque pays que ce soit pour Ouais. aucune raison. José, votre élevage de votre Roquefort, tout ça, c'est une couverture, c'est pas possible avec tout ce que vous faites. Les vaches ont appris à se traire elles-mêmes. Parlez aussi de l'Amérique latine, le Brésil, vous avez été enlevé par la police, la Colombie, l'Inde, le Moyen-Orient. Vous avez des soucis avec l'armée israélienne au Moyen-Orient? L'armée israélienne, effectivement, n'a pas apprécié qu'on intervienne dans un village à côté de Bethléem, à El Hader, où, avec les habitants de cette commune, mais aussi avec des amis de la communauté juive israélienne, on a essayé d'empêcher l'armée d'occuper une colline
parce que juste avec un arrêté du jour au lendemain, ils ont décrété l'expropriation de ces personnes sans verser une indemnité, sans aucune justification, si ce n'est de construire une nouvelle colonie. Et donc on a essayé d'empêcher de marcher pacifiquement, et donc on a été arrêté, et on a passé un certain nombre d'heures dans un camp militaire au milieu d'une colonie. C'est vrai que c'est assez déplaisant. Alors, l'Europe, l'euro, vous en pensez quoi de la mise au point de l'euro? C'est-à-dire que l'euro, ça reste du grand cinéma. Ouais. Nous, en tant que paysans, ça fait 40 ans qu'on a vécu avec l'écu. Ouais. C'est-à-dire que toutes les négociations européennes se faisaient avec l'écu. Alors ça fait bien longtemps que déjà le franc n'existait plus pour les paysans. Donc l'euro aujourd'hui, c'est un nouveau gadget. C'est assez relativement pratique parce que depuis quelques mois, on ne parle plus que de l'euro, ce qui permet d'oublier tout le reste. Ouais. Ce qui est quand même angoissant, c'est qu'il y a des gens dont la principale activité dans la nuit du 31 au 1er janvier, ça a été de se jeter sur un distributeur pour prendre des euros. C'est une drôle de société. C'était quand même l'écume. Voilà. Oh, c'était une perche. On attendait, hein. Et en Italie, vous avez des amis à vous en Italie qui s'occupent un peu de Berlusconi parce qu'il a tellement peur des lois de Bruxelles, il préfère lui mitonner les siennes pour s'auto-amnistier, qu'il est de moins en moins européen. Et pour le moment, il est ministre des Affaires étrangères, Berlusconi. Mais il pense bientôt nommer Giancarlo Fini, qui est quand même le leader du parti post-fasciste. Mais nos copains paysans sont relativement inquiets aussi, puisque le ministre de l'Agriculture était aussi un fasciste en Italie. Et ce qu'on a vu à Gênes cet été au mois de juillet, avec l'attitude de la police génoise s'attaquant à la presse, tuant un jeune manifestant et transformant cette ville vraiment en situation de guerre, effectivement ne donne pas beaucoup d'espoir sur ce régime. Je pense qu'aujourd'hui, il y a un très grand mécontentement qui est en train de monter en Italie. Il a même viré le juge qui s'occupait de son... Ah oui, c'est incroyable ce qui Ils se peuvent passe peut-être en vous Italie. aider en France, non? Ils peuvent virer le juge qui vous emmerde, là non? Il peut passer un coup de fil? Non mais c'est... Chirac, il a bien viré Alphen. Oui. Mais c'est vrai que c'est incroyable ce qui se passe en Italie, parce qu'on ne pense pas à ce qui s'est passé dans les années 30, mais c'est peut-être la version moderne des années 30 d'une certaine façon. C'est sûr que si Hitler revenait aujourd'hui, il ne reviendrait pas habillé en Hitler avec les petites moustaches, il aurait peut-être une forme plus médiatique. Mais justement, ce qui est le plus inquiétant, à mon avis, ce qui se passe en Italie aujourd'hui, c'est la façon rampante dont Berlusconi est en train de contrôler l'ensemble des médias. Bah oui. Il a déjà ses télés privées et il a annoncé pour dans 1 ou 2 mois la privatisation de la RAI. Ouais. Et c'est vrai que là, on est vraiment dans le système du contrôle total, dans le système de la propagande. Et là, on retrouve Goebbels, quoi. Ouais, On est complètement absolument. dans la même Je peux logique. peut-être lui conseiller de se faire une mèche, une petite moustache. Hein, ça s'appelle. Après le nazisme, le communisme, le monétarisme et finalement le totalitarisme du XXIe siècle, c'est ce que vous pensez? Je pense qu'aujourd'hui, le plus grand danger, c'est effectivement la logique de la marchandisation. Ouais. Tout est transformé en marchandise. L'homme, la culture. Il n'y a plus aucun espace aujourd'hui qui ne soit pas livré au marché. Et je pense que ça, c'est quelque chose de terrible parce que c'est la fin même de toute histoire possible pour l'humanité. Ouais. L'Argentine, meilleur élève du monde, meilleur élève du FMI. Finalement, le résultat n'est pas très probant, apparemment. C'est vraiment l'explication par A plus B que le système du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, est une aberration. On a tout privatisé, on a vendu les entreprises, on a réduit les budgets de l'État, et aujourd'hui on a un pays en banqueroute. Alors ce qui est intéressant, le plus intéressant de ce qui se passe en Argentine, peu de monde en parle, c'est qu'il y a des millions de personnes qui depuis des années ont inventé des systèmes parallèles en Argentine. Il y a une espèce de contre-société qui fonctionne sans argent en Argentine, une espèce de coopérative Comme les selles agricole, en France, artisanat, oui. mais à un niveau jamais organisé jusqu'à présent. Mais José, vous passez dans quelle salle avec votre spectacle? Alors, il y a un bouquin qui vient de sortir, ces entretiens de Denis Robert avec Chomsky. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, pas encore. Ça s'appelle 2 heures de lucidité. C'est très intéressant. Il dit les USA devraient être de loin le pays le plus riche du monde. Eh ben non. Les salaires sont inférieurs, en moyenne évidemment, à ceux de l'Europe. Et la durée du travail est plus longue. Oui, et la moyenne des congés payés aux États-Unis, c'est 15 jours. Ouais. C'est un système fou. Moi, je me rappelle à Seattle, les salariés qui sont venus pour manifester ont été obligés de prendre sur leur congé. Ouais. C'était impensable de demander des journées syndicales pour venir manifester. Ça n'existe pas aux États-Unis. Donc, c'est un système à la fois arriéré socialement et qui est en même temps en train de gaspiller l'ensemble de l'énergie
Ouais. de la planète. Bien sûr. Seattle, c'est un endroit où on fait de l'aluminium. C'était Voilà. un Et ben endroit- je me suis dit c'est marrant parce que je suis étonnée qu'ils n'en parlent pas. Eh bien, il y a San Francisco et San Diego aussi. José Bové, paysan du monde. C'est chez Fayard, mesdames, messieurs.